dans le cadre du programme Petite Ville de demain, comme on a eu l'occasion de l'évoquer hier de manière un peu plus approfondie, on a une transition démographique qui est d'autant plus prégnante que dans le reste des territoires, avec une population plus âgée que la moyenne nationale et une transition démographique qui est en cours et qui va se poursuivre. La question du vieillissement implique de co-construire une ville pour tous. Je n'irai pas plus loin et je laisserai le soin à Angélique Giacomini, déléguée générale adjointe du réseau francophone Ville Amie des Aînés, de revenir justement sur cette démarche et ce qu'emporte co-construire une ville pour tous autour de cette thématique-là. Penser cette ville bienveillante, accueillante pour les aînés, c'est aussi par les déplacements du quotidien et solutions de mobilité, qu'elles soient innovantes ou plus traditionnelles, à la fois dans les infrastructures, les usages. Donc, Joris Marel, directeur de projet au sein du CEREMA, y reviendra dans un second temps. Et enfin, c'est aussi susciter la rencontre intergénérationnelle et la transmission, créer des espaces et des occasions de rencontre. Et on aura le plaisir d'écouter et d'échanger avec Alain Ananos, président de l'association Outils en main, qui est un des types d'associations ou d'organisations qui peut y concourir. Avant d'écouter nos 3 experts, que je remercie très sincèrement de leur mobilisation un 21 décembre, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Fanny Robaet, qui est donc directrice de la solidarité et des services à la population de Granville dans la Manche, pour lancer ce rendez-vous de façon traditionnelle à laquelle on tient, à savoir un retour d'expérience, un témoignage de terrain, qui est le fondement et le caractère très précieux auquel on tient dans le cadre du Club des Petites Villes de demain. Donc, merci infiniment de vous être libérés juste avant Noël. Et puis, voilà, dans la semaine, on aura aussi, mais j'y reviendrai en conclusion, le plaisir de retrouver Angélique Giacomini à 15h30 pour creuser le retour d'expérience de Morteau. Et demain, un webinaire à 14h sur les enjeux d'adaptation de l'habitat aux aînés, précisément sur la diversification des parcours résidentiels. Comme toujours, posez vos questions, on les prendra dans l'onglet questions et réponses, et réservez vos questions techniques, de problèmes de son, de connexion au chat. Sans plus tarder, on va se diriger vers le témoignage de Granville, qui est donc une commune de bord de mer de plus de 13 000 habitants sur la côte normande, siège de la Comcom de Granville Terre et Mer, avec Bréal et l'AEPNL qui sont dans le programme Petite Ville de demain. Merci beaucoup d'être avec nous, Madame Robaet. Donc, vous êtes si je dis pas de bêtises, directrice de la solidarité et des services à la population, ainsi que du Centre communal d'action sociale. Je vous laisse nous présenter votre territoire et vos actions, sachant que vous êtes engagée de longue date dans cette belle démarche. Bonjour à tous. Donc Fanny Robaet, directrice des solidarités pour la ville de Granville et directrice du CCS. Alors, je vais essayer de vous présenter un petit peu le territoire déjà pour faire un peu connaissance avec Granville. Alors, vous avez une très belle illustration. Je ne sais pas si tout le monde voit le diaporama. Donc, effectivement, Granville, c'est une ville d'à peu près 13 000 habitants, une ville balnéaire, littorale, sur la côte normande, dans la Manche. On accueille donc sur notre territoire une population âgée de plus de 60 ans qui représente presque 50% de la population. Donc, c'est vraiment un territoire vieillissant, mais très attractif aussi et très dynamique, puisqu'on a un tissu associatif qui est très conséquent et qui nous aide au quotidien aussi pour rendre active la ville et nos jeunes seniors. Et les moins jeunes d'ailleurs aussi. Donc là, on est sur un territoire où il y a une gérontocroissance importante, on est sur un territoire dynamique, je viens de le dire, d'un point de vue touristique, économique et associatif. On est aussi une ville de contraste, c'est-à-dire qu'on a de jeunes retraités qui sont attirés par notre territoire balnéaire et littoral, et on a aussi une population grandvillaise qui habite sur le territoire depuis de nombreuses années et qui peinent des fois à trouver aussi une offre de logement adaptée à leur vieillissement, ce qui nécessite aussi une réflexion importante autour de la thématique du logement, mais j'y reviendrai plus tard en vous expliquant les projets qui sont en cours sur Granville et le Grand-Villet. Donc, l'aventure autour des seniors, elle commence, là vous avez la photo du pôle senior, alors en amont,
À partir de 2007, il y a une réflexion de la municipalité qui s'engage sur justement le vieillissement de la population et une réponse à une offre intermédiaire de logement avec la création en 2012 d'une résidence autonomie. Enfin, à l'époque, on appelait encore ça logement foyer. Donc en 2012, un logement foyer est créé à Granville, 66 places d'hébergement, pardon, une résidence donc flambant neuve, avec un projet qui s'inspire à l'époque des travaux de Luc Broussy sur la loi d'adaptation de la société au vieillissement et qui s'orientait déjà dans le cahier des charges des futures résidences autonomie, c'est-à-dire un établissement ouvert sur l'extérieur et sur la vie de la cité. Donc, dès 2012, l'établissement ouvre. On travaille un projet inclusif en lien avec les aides du territoire pour pouvoir aussi accueillir au sein de la résidence 4 personnes handicapées vieillissantes. Donc, c'est un peu une première, un peu à titre expérimental avec le conseil départemental. Voilà, on tente des choses. Et puis, cette résidence autonomie, elle se dote aussi à partir de 2013 d'une animatech, c'est-à-dire une structure d'animation qui est ouverte sur le quartier dans lequel elle s'inscrit et qui est ouverte surtout à tous les habitants âgés du quartier. Alors, habitants âgés, mais aussi jeunes familles avec enfants, puisqu'au sein de la résidence, cette animatech propose du jeu, de la lecture, du multimédia, voilà, plein de choses qui peuvent aussi s'ouvrir à de jeunes familles avec enfants. Rapidement, on devient un petit peu cette résidence devient un peu le lieu central où les seniors viennent chercher des renseignements sur je pars à la retraite, comment j'organise mon départ à la retraite, comment je vais m'inscrire dans de nouvelles activités de loisirs ou de bénévolat, mais aussi on est très souvent questionné sur des questions de dépendance, de perte d'autonomie. Et donc, on remplit à ce titre-là vraiment notre rôle de résidence autonomie et vient se confronter à toute cette réflexion et à tout ce projet, la démarche Ville-Amie des aînés, suite à un séminaire auquel on assiste à Paris. Et de là découle en fait la création du pôle senior, qui est une sorte de guichet unique en fait ouvert à tous les seniors de la ville, en lien bien sûr avec les partenaires du territoire. Je pense au CLIC, je pense au service d'aide à domicile, je pense aux infirmiers libéraux, aux kinés. Et on crée ce guichet unique d'information en fait qui s'adresse à tous les seniors de plus de 55 ans de notre territoire. Alors, ça va je le disais tout à l'heure un petit peu en introduction, de questions liées à la préparation à la retraite, mais jusqu'à la grande dépendance. Donc, de 55 ans à plus de 100 ans pour certaines personnes qui viennent prendre des renseignements. Ce pôle senior, en fait, il rentre aussi donc, dans les démarches Ville-Amie des aînés. Et on fait un diagnostic en fait pour voir un petit peu quelles sont les attentes, les besoins de la population en termes de besoins de la population senior. On est vraiment soutenu aussi au titre des actions gérontologiques par les associations. On a des associations de retraités, 4 très grosses associations qui regroupent entre 200 et 400 adhérents et qui anime aussi au quotidien la ville. Et ça, je trouve que c'est vraiment un point fort de notre collectivité, de notre territoire, c'est que le tissu associatif est assez développé et les gens sont partants en fait pour animer le territoire en lien avec la collectivité. Voilà, un petit peu pour le tableau global, enfin général. Là, depuis 1 an et demi, on a, dans le cadre du CCS, mené notre analyse des besoins sociaux. Et dans le cadre, alors ça n'a pas été toujours facile à mener avec la période de pandémie, mais on a quand même réussi à faire des focus group, à interviewer des seniors, des jeunes familles, des associatifs, tous nos partenaires de l'action médicale et sociale, enfin médico-sociale,
Et on a une feuille de route en fait qui nous amène à travailler la politique gérontologique qui va se développer autour d'un écosystème sur 3 thématiques, donc la citoyenneté, le logement et l'emploi, puisqu'on voit que c'est vraiment ces 3 thématiques-là qui permettent aux citoyens, notamment seniors, de se sentir habiter leur cité, habiter leur ville. Donc, on a un programme d'action qui va commencer à être décliné là sur le premier semestre 2022, qui s'articule autour de ces 3 thématiques. Et ces 3 thématiques sont animées aussi par des partenaires, des bénévoles et bien sûr partenaires. Quand je dis partenaires, c'est associatif, mais aussi socio-médico-sociaux, pour pouvoir continuer à mailler et à décloisonner nos pratiques au quotidien au service des grands vilets et notamment des seniors. Donc, au niveau de la thématique citoyenneté, on a lancé depuis le mois de décembre un accompagnement inclusif. Donc, c'est en lien avec une association, donc l'AGAPI sur notre territoire, qui travaille pour les personnes en situation de handicap. Et c'est suite à l'appel à projet de l'ARS sur l'habitat inclusif. Et donc là, on développe un nouvel accompagnement pour les personnes âgées et les personnes handicapées du territoire, donc sur un quartier, le quartier Saint-Nicolas, à destination d'environ 20-25 personnes. Et l'idée, c'est de pouvoir permettre à ces personnes isolées de revenir vers des structures de droit commun, la médiathèque, la restauration sociale dans les FJT, les activités du centre social du quartier, et puis surtout recréer du lien social, permettre à tous ces seniors et toutes ces personnes isolées de se rapprocher des associations, de renouer en fait avec la vie sociale du quartier. Donc ça, c'est un premier projet. Et ensuite, là, on est sur la création aussi dans une ancienne école qui est actuellement en friche, d'un pôle socioculturel et associatif. Et ce projet, en fait, il est mené par l'ensemble des services de la collectivité, que ce soit les services sociaux, culturels, enfance, jeunesse. Et l'idée, c'est de pouvoir en faire un pôle ressources dans le quartier toujours Saint-Nicolas, qui est le plus gros quartier d'habitat de la ville de Granville, avec une forte tendance aussi avec des logements sociaux HLM, et de pouvoir recréer aussi du lien social et permettre aux personnes âgées de rester toujours en lien et en activité au quotidien, et aussi de rendre service à la population granvillaise en venant animer, je ne sais pas, un atelier cuisine, un atelier numérique, voilà, suivant leurs compétences, puisque tout le monde a des compétences et on sait que nos seniors ont vraiment beaucoup de compétences à partager. Cette idée aussi de partage entre les générations, que ce soit des projets intergénérationnels, ça tient vraiment à cœur aussi à l'équipe municipale que ce soit mené dans ce sens. Autrement, on développe donc une autre thématique autour du logement, puisque je le disais en introduction, le logement dans des villes balnéaires littorales, en plus avec l'effet Covid, c'est compliqué. Il y a une tension immobilière forte. Donc, on essaie en fait de travailler sur des projets, notamment là, il y a un projet qui va être lancé en février de cohabitation intergénérationnelle. Alors, ça se fait beaucoup plus dans des villes universitaires où des personnes âgées, des seniors mettent à disposition une chambre, un espace pour des jeunes étudiants. Nous, c'est ce qu'on va essayer de faire, de lancer sur notre territoire en lien avec le CLAGE, donc le comité local pour l'autonomie des jeunes. L'idée, c'est de mettre en relation des jeunes qui sont en recherche d'un logement sur notre commune, mais qui ne trouvent pas faute à cause de la tension immobilière, et des seniors qui auraient, eux, des logements un peu trop grands et qui pourraient aussi accueillir des étudiants à leur domicile. Sachant qu'on a une école d'infirmières sur le territoire, donc on sait qu'on a ces besoins-là temporaires.
Donc, ce projet de cohabitation intergénérationnelle. Et puis, on a un projet un peu plus d'envergure qui verra le jour durant le mandat en 2024-2025, qui est une résidence inclusive intergénérationnelle. Donc là, c'est un projet qui va permettre de loger en fait des jeunes familles, des seniors et des personnes en situation de handicap. Donc, c'est un projet qui va réunir à peu près 65 logements sur un même site. Voilà, et c'est un projet qui sera agrémenté. Alors, il y a plusieurs idées, mais ça pourrait être à la fois d'une MAM, donc d'une maison d'accueil maternelle, mais aussi d'un espace d'animation, puisqu'on serait sur un projet de vie partagée sur cette nouvelle résidence. Et puis, on souhaite aussi y adosser un lieu de répit pour les aides ménagères de notre territoire, puisqu'on sait qu'il y a une forte demande sur cela, c'est-à-dire de pouvoir, ces métiers qui sont un peu des métiers de coupure, de pouvoir avoir un lieu où elles viennent faire une pause entre deux visites chez des personnes âgées ou handicapées, de pouvoir souffler, venir manger, se reposer dans un lieu qui serait dédié pour ces personnels-là. Et enfin, la dernière thématique, c'est la thématique de l'emploi. Donc, on a aussi des difficultés, mais c'est vraiment national, à recruter en fait des personnels dans les métiers de la solidarité, que ce soit les aides ménagères, les aides soignantes, les métiers de l'animation. Donc, on travaille sur une semaine des solidarités avec la mission locale et le pôle emploi pour pouvoir rendre attractif, déjà communiquer sur ces métiers en tension, et puis essayer d'attirer des jeunes aussi dans ces métiers qui sont pour nous essentiels au bien vieillir de nos seniors sur la commune. Et on travaille aussi en lien avec le centre hospitalier du territoire, donc le centre hospitalier Avranches-Granville, sur l'attractivité des jeunes médecins internes pour pouvoir aussi pallier au départ à la retraite des médecins généralistes de notre territoire. Donc voilà, en fait, dans cette présentation, alors ça va très vite, je vois que l'heure est presque atteinte, enfin les 10 minutes sont presque atteintes. C'est vraiment d'être sur quelque chose de très dynamique et de décloisonner entre les services de la collectivité, les associations, les services de l'État, pour pouvoir mailler et se connaître aussi, puisqu'il y a tout un travail d'interconnaissance qui est réalisé. Donc voilà, je vais m'arrêter là. J'espère qu'il y a des questions et que j'étais assez concise. C'est parfait, merci infiniment. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'on avait évoqué hier l'enjeu d'aller vers et vous l'avez bien identifié, tout le travail aux côtés de ces aînés dans leur pluralité, mais également s'appuyer sur ces personnes seniors finalement pour le dynamisme de la ville. Et puis effectivement, votre témoignage sur le soin particulier que vous apportez au métier d'appui, de soins, de manière très plurielle, à la fois en termes d'attractivité que de conditions de travail. Ce que vous évoquez, c'est un témoignage très riche et merci beaucoup pour tout ça. Très dense, donc d'ailleurs, on le reprendra sous forme de fiches aussi pour que l'ensemble des participants à ce webinaire et puis ceux qui le regarderont en replay ensuite, puisque tout sera mis sur notre chaîne YouTube, comme toujours, puissent creuser ça. On a effectivement déjà 2 questions. Alors, une troisième qui arrive. Alors, je vais commencer par la question de Lydie Darfeuille qui demandait, qui réagissait par rapport au questionnaire qui a émané du CCAS dans le cadre de l'analyse des besoins sociaux. Alors, la question, c'est pourriez-vous partager le type de questionnaire? Donc, je ne sais pas si vous pouvez nous en dire quelques mots en quelques points. Et puis aussi, voilà, si une autre commune, un autre territoire souhaite le lancer, est-ce que vous acceptez de le mettre en partage? Alors, nous, en fait, c'était plutôt des questionnaires sous forme de focus group, c'est-à-dire qu'on a réuni des seniors, des familles, alors des groupes séparés, mais ce n'était pas vraiment un questionnaire type, si vous voulez. Donc, c'était plutôt des rencontres. Si j'ai dit questionnaire, c'est plus des tables rondes, si vous voulez. Voilà. Et on s'est fait aider d'un cabinet
pour mener l'analyse des besoins sociaux, puisque c'est pour les CCS, c'est une grosse charge de travail. Et puis, ça permet aussi d'avoir un tiers ça permet de faire un pas de côté. Donc, c'était très intéressant de travailler avec le cabinet. Mais au niveau autrement de l'Union nationale des CCS, il y a beaucoup de ressources sur le site de l'UNCAS. Mais je peux rester à disposition aussi euh, pour vous redonner des informations sur comment réaliser une analyse des besoins sociaux. Il n'y a pas de souci. On a plein de documentation et il y a des questionnaires types qui existent notamment sur le site de l'UNCAS. Merci beaucoup. Également, vous avez évoqué l'enjeu tout à fait crucial, effectivement, de mettre tout le monde autour de la table et du collectif et de dépasser les logiques de silo. Il y a une question d'Antoine Lancret qui me semble être allée dans ce sens-là et de dire, en réalité, quelles sont les articulations entre le PCI, les articulations avec le PCI, pardon, sur l'action sociale. Et je vous pose tout de suite une deuxième question. Assez précise, est-ce que votre pôle senior pourrait être fusionné dans une maison France Service? Alors, je vous transmets la question, c'est pas forcément il y a... En fait, le projet du pôle senior, c'est vraiment quelque chose qu'on a créé, nous, puisque ça correspondait à vraiment la typologie de notre commune. N'importe quelle commune peut créer un pôle senior. Nous, on l'a créé sous forme d'un guichet unique intégré dans une résidence autonomie, puisque c'était le lieu, en fait, le plus propice pour être visible. Après, oui, j'imagine que s'il y a une maison France Service sur le territoire, ça peut être intégré à la maison France Service. Au contraire, c'est tout à fait complémentaire à mon sens. Super. Le lien avec le PCI sur le sujet de l'action sociale. Sur notre territoire, la compétence action sociale, elle est vraiment quand même restée au sein des CCS. Par contre, on a des liens, on se connaît très bien avec la direction. Il y a une direction solidarité aussi au niveau de l'EPCI, donc on travaille ensemble, notamment avec le CLIC, en fait, hein, qui est un acteur des collectivités depuis longtemps. Voilà, on a des projets partagés sur la jeunesse, sur les seniors, sur les gens du voyage. Enfin, il y a différents sujets sur lesquels on travaille en collaboration. Très bien, merci beaucoup. Alors ensuite, les deux questions, je ne vais pas les traiter tout de suite. Il y en a une de Sarah Mauduit qui dit « Quel conseil donneriez-vous à une collectivité qui souhaite se saisir du sujet de l'habitat inclusif ou et intergénérationnel ?» Vous avez 3 heures. C'est un vrai sujet de dissertation. On y reviendra demain lors du webinaire de 14h à 15h. Donc, on va vraiment avoir une heure dédiée au sujet. Mais si ça vous convient, Madame Robay, et si vous restez avec nous, je vous laisse réfléchir peut-être et je referai un petit tour de table en conclusion. Comme ça, si vous avez un ou deux conseils ou messages clés à faire passer sur le sujet, mais je vous laisse comme ça réfléchir à ce que vous souhaiteriez mettre en avant peut-être. Et puis, il y a une autre question. Merci beaucoup à Claire Baucher de l'avoir posée. Qui est quel type d'accompagnement vous a donné Ville-Amie des aînés. Donc, si ça ne choque personne, je vous propose d'en profiter de cette transition fabuleuse pour laisser la parole à Angélique Giacomini, donc déléguée générale adjointe du réseau francophone Ville-Amie des aînés, également en charge de la prospective d'ailleurs. Merci beaucoup Angélique d'avoir construit avec nous cette belle semaine. On est vraiment très heureux de traiter ce beau sujet en fin d'année. Et puis comme ça, si ça vous convient, je vous laisse, je pense que vous allez de toute façon nécessairement expliciter l'appui que peut apporter le réseau francophone Ville-Amie des aînés. Et bien sûr, Madame Robay, si vous souhaitez ensuite réagir ou compléter par rapport à votre expérience personnelle, c'est bien sûr possible. Merci beaucoup Juliette. Bonjour à toutes et à tous. Et merci de nous avoir proposé effectivement de co-construire cette semaine avec vous et de nous donner ce temps de parole. Alors je trouve que ces premiers échanges ont déjà été passionnants. Je ne vais pas revenir en guise d'introduction sur ce qui a été dit hier de façon très claire et qui donnait vraiment une vision stratégique des enjeux du vieillissement dans les politiques locales et plus précisément dans les petites villes de demain. Mais je trouve ça vraiment extrêmement important de resituer en fait cette question du vieillissement effectivement comme un axe transversal de développement du territoire. Et là, on entend vraiment quelque chose d'important. Juliette Auricoste parlait effectivement de la notion d'innovation en introduction. Et je crois que quand on traite des questions du vieillissement, cette notion d'innovation, cette notion de modernité,
Elle n'est pas forcément à travers des choses qu'on va inventer, qui sont des nouvelles technologies ou qui sont des choses extraordinaires, mais la modernité, en fait, autour de la prise en compte du vieillissement dans les politiques locales, elle est avant tout de se re-questionner sur les enjeux du vieillissement dans la population et dans l'usage du territoire pour, d'une part, proposer des services particuliers aux aînés lorsque c'est nécessaire, hein, et c'est ce qu'on a très bien entendu également dans le témoignage de Granville, mais ce qu'on a entendu aussi, c'est l'importance de donner de la lisibilité à ce qui existe déjà, puisqu'en fait, dans chacun de vos territoires, où que vous soyez, quelles que soient les particularités de votre collectivité, il existe déjà des choses à destination des personnes âgées. Et il y a un véritable enjeu de redonner de la lisibilité et de re-questionner en fait l'ensemble des politiques locales qui sont menées à destination de l'ensemble des habitants, en se demandant si ces politiques sont aussi adaptées aux personnes qui vieillissent et qui sont de plus en plus nombreuses dans les territoires. La question qui portait sur l'intégration dans une maison France Service d'un pôle senior, elle me semble extrêmement intéressante. Qu'est-ce qu'on questionne à travers ça? Le fait qu'un service public doit prendre en compte les particularités de cette génération. Ça ne veut pas dire qu'on va créer des territoires pour les personnes âgées uniquement au détriment des autres, mais bien qu'on construit une ville intergénérationnelle dans laquelle on arrête de considérer finalement que ce qu'on fait, c'est pour tout le monde de façon un peu indifférente, mais plutôt un moment où on se questionne sur les particularités de chacun et où on passe d'un moment où on travaille pour tout le monde à un moment où on travaille pour chacun en prenant en compte ses particularités et en permettant en fait aux personnes de continuer à vivre dans leur bassin de vie comme elles le souhaitent, mais en faisant attention à ces particularités. Les particularités liées à l'avancée en âge, elles sont souvent difficiles à définir, hein. Qu'est-ce qui fait qu'on parle de personnes âgées? En tout cas, on peut émettre l'hypothèse d'un rythme qui est différent dans l'avancée en âge, en particulier parce qu'on n'est plus en emploi. Il y a aussi des phénomènes particuliers tels que le veuvage, des questions autour de la mobilité, des fragilités qui peuvent apparaître et qui font que quand on a besoin d'une information et qu'on se rend dans cette maison France Service, peut-être que la réponse qu'on attend est un petit peu différente que celle des autres générations. Typiquement, si on reprend l'histoire de la transition numérique, enfin de la fracture numérique qui peut en partie être liée à la génération, peut-être qu'on n'est pas outillé chez soi pour aller remplir un formulaire en ligne, etc. Voilà. Je referme la parenthèse, mais c'est vraiment cette idée-là de se dire finalement que le vieillissement, ça peut être finalement un levier pour le territoire, un levier sur lequel s'appuyer, parce qu'en fait, finalement, une ville qui est adaptée aux aînés, c'est une ville qui est adaptée à tous les âges. Et là aussi, c'est quelque chose de vraiment primordial, c'est-à-dire que faire mieux pour les aînés, c'est permettre à chacun de continuer à vivre et à vieillir dans sa ville en se sentant bienvenu, en se sentant à sa place et en continuant finalement à trouver son compte dans l'ensemble des domaines de la vie quotidienne. Je crois aussi, et là je vais faire écho également à ce que disait Fanny Robaé sur les métiers du grand âge, qu'on a un travail très important à faire pour moderniser le regard qui est posé sur le vieillissement. La question de la longévité, c'est-à-dire du temps qu'on a à vivre, vient modifier en fait à la fois l'équilibre entre les générations, mais aussi la manière qu'on a de vivre un territoire. Aujourd'hui, arriver à la retraite et se dire qu'on a encore 10, 20, 30, 40 ans à vivre dans un territoire, ça vient modifier la donne. Et je voudrais aussi réinsister sur le fait qu'à travers la modification du regard qu'on porte sur le vieillissement, c'est avant tout la question de ce que représentent les aînés dans un territoire. Les aînés sont avant tout une ressource pour le territoire. Et ce n'est pas seulement des grands mots et des doctrines, c'est une réalité. Si demain, les aînés se mettaient en grève, les retraités se mettaient en grève, on aurait un problème. On aurait un problème parce que les retraités sont des grands-parents, sont très actifs dans la solidarité intrafamiliale, sont des bénévoles, sont d'ailleurs très souvent des administrateurs d'associations, sont des élus dans les territoires et sont des consommateurs également. Donc, on a vraiment besoin d'eux pour construire le territoire et pour lui permettre de continuer à être dynamique. Donc, le réseau francophone des villes amies des aînés, hein, c'est une association, loi 1901, une association de collectivités
Donc, nous, on est affiliés au réseau mondial des villes et communautés Amis des aînés de l'Organisation mondiale de la santé, puisque cette démarche Amis des aînés, elle a été initiée par l'OMS. Donc, le réseau francophone compte aujourd'hui à peu près 200 adhérents, donc ça représente environ 16 millions d'habitants qui vivent dans un territoire Amis des aînés en France. Donc c'est un plaisir pour moi que d'entendre différents représentants du réseau intervenir au cours de cette semaine thématique, hein, bourg de péage, Granville, Morteau. Voilà, donc c'est vraiment chouette de pouvoir aussi faire des liens et montrer les ponts qui existent entre les différentes dynamiques et la transversalité en fait qui existe à ce niveau-là. Et donc, notre association en fait a pour but d'une part de sensibiliser et de promouvoir autour de ces enjeux liés à la transition démographique, mais aussi d'accompagner en fait de façon concrète et pragmatique les collectivités adhérentes. Alors pour ça, hein, il y a plein de manières. D'une part, le retour d'expérience, puisqu'on est effectivement avant tout un réseau. Donc l'idée, c'est de pouvoir s'appuyer sur les belles initiatives qui existent déjà dans les territoires autour des 8 thématiques du programme. Donc je les cite rapidement, mais vous pourrez les retrouver ici ou là, hein. On a l'habitat, on a les transports et la mobilité, les espaces extérieurs et bâtiments, l'information et la communication, le lien social et la solidarité, autonomie, services et soins, participation citoyenne et emploi, et culture et loisirs. Donc l'idée, vous le voyez, c'est de s'extraire d'une vision du vieillissement qui serait uniquement centrée sur du médico-social pour aller vers quelque chose de plus transversal où on prend en compte finalement l'ensemble de la vie quotidienne des aînés pour s'assurer qu'ils peuvent continuer à profiter de leur territoire. Donc, cette idée du partage d'expériences entre les territoires hein, qui est vraiment essentielle. On travaille d'ailleurs beaucoup à travers des fiches retour d'expérience qui sont sur notre site internet et qu'on tend à déployer en lien avec Petite Ville de demain pour que vous ayez accès également par la Projetotech. Et puis, un certain nombre d'actions comme un concours annuel. D'ailleurs, les derniers lauréats là, sont sortis cette année. C'était sur le thème de l'habitat pour vraiment donner de la visibilité à ce qui existe, aux projets qui sont menés dans les territoires et pouvoir donner aussi des clés de compréhension technique sur le montage des projets pour permettre aux collectivités qui s'engagent de ne pas partir de zéro. On travaille aussi vraiment à élaborer des outils pratiques à destination des collectivités. Donc, cette démarche Amis des aînés, en fait, c'est de la méthodologie pour accompagner les territoires dans le fait de re-questionner leur politique locale, donc de façon transversale, comme je le disais, et pour s'interroger sur leur adaptation, sur leur degré d'adaptation aux populations qui vieillissent. Donc, pour y parvenir, il y a plusieurs étapes, hein, un temps de réalisation de l'état des lieux du territoire, un temps de diagnostic participatif, et c'est ce dont vous parlez, Fanny, à travers l'animation de focus group avec les habitants, hein, où on travaille pas uniquement avec un questionnaire, même si ça peut venir solidifier les choses, mais en tout cas avec des groupes d'habitants d'où on fait émerger finalement ce qu'on appelle l'expertise d'usage, c'est-à-dire leur connaissance, leur vécu, leur compréhension de leur environnement de vie, pour s'assurer que ce qu'on va construire répond bien à leurs envies et à leurs besoins. Ces temps d'état des lieux et de démarche participative permettent d'élaborer en fait un plan d'action qui va être mis en œuvre pendant plusieurs années, puis évalué pour être reconduit sur de nouvelles actions. Donc, en termes d'outils pratiques, nous, côté réseau, l'idée, c'est que vous ayez en fait, en tant qu'adhérent, un interlocuteur au sein de l'équipe du réseau pour vous permettre en fait d'être accompagné sur ces différentes étapes, pour vous donner des petits conseils et des idées de la mise en réseau, etc. Mais aussi un certain nombre de kits pratiques. Par exemple, un kit d'élaboration de l'état des lieux du territoire avec une trame, avec les différents chemins vers les données nécessaires pour construire cet état des lieux, ou encore un kit d'animation de la démarche participative, c'est-à-dire que c'est chouette de réunir des habitants, mais qu'animer une démarche participative, ça demande aussi des compétences en termes d'animation, et donc une manière de poser les questions pour ne pas se retrouver finalement dans une forme de rapport de force ou de confrontation avec les habitants. Voilà, l'idée, c'est de ne pas sortir des ateliers en se disant « Oh là là, ils m'ont demandé 200 choses, comment on va gérer la situation ?» mais plutôt de construire ensemble une liste de préconisations qu'on classerait en fait par ordre de priorité pour s'assurer qu'on prend bien en compte le vécu des aînés dans les territoires et qu'on
permet vraiment une amélioration de leur environnement bâti et de leur environnement social. Donc voilà, sur le réseau francophone, on est aussi très attaché à faire de la formation des acteurs locaux, à la fois pour les chargés de mission Ville Amie des aînés ou pour les élus référents, mais aussi plus largement, on se rend dans les territoires pour animer des séminaires plus transversaux et permettre en fait l'émergence d'une culture commune, parce qu'en fait l'enjeu est là, entre les acteurs du territoire, les élus et les services de différents, qui portent différents sujets dans le territoire pour se questionner ensemble sur ce qu'implique le vieillissement de la population dans la façon dont ils mettent en œuvre des actions. Donc ça, c'est vraiment le rôle du réseau et on a vraiment, je crois, une dynamique intéressante, y compris dans les relations en fait, entre les collectivités adhérentes qui peuvent vraiment échanger au sujet de ce qu'elles font, y compris au sujet des obstacles qu'elles rencontrent pour aller plus loin sur ces différents sujets. On a la chance et le plaisir de travailler en partenariat avec Petite Ville de Demain, à la fois sur ce webinaire, mais aussi plus largement avec un certain nombre de sujets qu'on a abordés ensemble, y compris sur l'expérimentation dans des petites villes de demain, des outils et de la démarche Amis des aînés, pour s'assurer en fait que ce qui a été conçu est bien cohérent aussi avec les particularités des petites villes de demain. Je crois que c'est quelque chose d'essentiel et je pense que vous l'entendrez aussi, vous l'avez déjà entendu dans le témoignage de Granville et vous le réentendrez tout à l'heure dans le témoignage de Morteau. Je crois que ce qui est extrêmement intéressant, c'est d'entendre comment, à travers cette démarche Amis des aînés, les particularités des territoires perdurent et sont moteurs en fait des politiques et des actions qui vont être déployées. L'idée, ce n'est pas d'être dogmatique et de dire il faut une maison des aînés dans tous les territoires ou je ne sais quoi. L'idée, c'est plutôt d'aller questionner justement ces particularités pour y répondre avec des actions concrètes qui vont vraiment être au bénéfice de toutes les générations et qui vont permettre aux aînés de continuer à se sentir bien en fait dans leur territoire. Donc, il y a vraiment une ligne directrice qui permet en fait de se donner un cadre, d'avoir une cohérence dans les politiques qu'on mène, de donner de la lisibilité aux actions, mais qui continue à porter très fort en fait les particularités des territoires et ça, on y tient vraiment. Je crois aussi, et là aussi, on aura l'occasion. Pardon, Angélique, je suis désolée. Non, il n'y a pas de souci, c'est passionnant. Mais comme en fait, il y a encore 2 interventions après, je vous propose peut-être de conclure, quitte à revenir ensuite dans les questions, puis on aura l'occasion d'approfondir encore. On fait comme ça. Sur le canon. Merci beaucoup, pas de problème. Eh bien, je conclue juste en disant également que du coup, le réseau francophone a le plaisir de lancer un fonds d'appui pour des territoires innovants seniors sous l'impulsion de Brigitte Bourguignon avec le soutien de la CNSA et que c'est aussi un outil au service des collectivités et plus spécifiquement des petites villes de demain pour être soutenues sur de l'ingénierie et pour être accompagnées en fait sur la réalisation de ces différentes étapes et sur l'émergence de nouvelles actions. Voilà, je m'arrête. Merci. Merci infiniment, Angélique, pour cette présentation très complète et passionnante. Effectivement, on a vu l'expertise et la logique d'action du réseau francophone Ville Amie des aînés, tant sur une approche globale, la mise en réseau, le partage des retours d'expérience. Notre partenariat était tout à fait naturel et on en est ravis. Et effectivement, n'hésitez pas en tant que collectivité, petite ville de demain. Si vous êtes intéressé par la labellisation, allez-y, on sera ravis. Et puis, si vous êtes intéressé à creuser le sujet, mais que vous vous interrogez encore, sachez que dans le cadre du programme et en collaboration avec le réseau francophone, on travaille en tout cas justement à ce que vous puissiez engager les premières marches et puis vous voyez si vous avez envie d'aller jusqu'à la labellisation ou pas. Mais cette approche très intégratrice et globale de l'ensemble des enjeux nous semble absolument pertinente, surtout en démarrage de projet de territoire au moment où on en est dans le programme Petite Ville de demain. Donc, on est plus de 190 participants. Donc, merci beaucoup pour un 21 décembre. Nous sommes ravis que vous soyez mobilisés ainsi. On a bien évoqué rapidement, mais on y reviendra demain, l'enjeu majeur de l'habitat. C'est quand même une question phare pour
pour pour tout le monde, y compris pour les personnes âgées. Il y a aussi un enjeu majeur qu'on évoquait en introduction, c'est le sujet des mobilités, puisque éviter une forme d'assignation à domicile, ça suppose que l'habitat soit bien placé au sein d'un centre-ville, centre-bourg ou à proximité des services. C'est aussi pouvoir se déplacer de manière sécurisée et lorsqu'on en a besoin, lorsqu'on le souhaite, quel que soit son niveau d'autonomie. Donc c'est pour ça je suis très heureuse d'accueillir Joyce Marel, donc vous êtes, je vais dire une bêtise, directeur de projet sur la maîtrise de la demande de mobilité au CEREMA, qui est aussi un des partenaires de l'Agence nationale de la cohésion des territoires et du programme Petites Villes de demain en particulier. Le sujet des mobilités fait vraiment partie du cœur d'expertise du CEREMA. Est-ce que vous pourriez nous faire part un peu justement des grands points auxquels il faut être vigilant quand on aborde la question des mobilités dans une logique de ville, de territoire accueillant, bienveillant pour les aînés en 8 minutes, si ça vous convient? 8 minutes, ça devrait le faire. Moi, je partais sur 5 minutes, donc ça devrait le Restons sur faire. 5, c'est parfait. Restons sur 5, ok, bon, on va essayer en 5 alors. Donc, merci beaucoup Juliette. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, moi, je vais plutôt vous parler de l'inclusivité, l'inclusion des seniors par le biais de la mobilité, donc, sur lequel le CEREMA travaille plus particulièrement. Il y a, tout d'abord, je vais commencer par vous présenter donc, quelques enjeux pour cadrer un petit peu voilà, c'est quoi la problématique de la mobilité des seniors dans les territoires ruraux plus particulièrement. Il y a tout d'abord un enjeu qui est pas propre forcément aux seniors, hein, c'est trouver donc offrir des alternatives à la voiture solo donc dans les territoires ruraux, et ça c'est pas une mince affaire. Tout d'abord pour permettre à tout le monde de se déplacer, bien entendu, puisque tous les Français, et particulièrement les seniors, ne sont pas forcément propriétaires d'un véhicule motorisé, parce qu'ils peuvent ne pas avoir forcément les moyens, ou alors ils peuvent avoir un véhicule vétuste, voilà. Donc, il peut y avoir un problème déjà à la base pour pouvoir se déplacer, ne serait-ce qu'en voiture. Euh, donc, du coup, l'enjeu pour offrir des solutions de mobilité alternatives à la voiture solo devient particulièrement prégnant. Bon, je passe rapidement aussi sur les enjeux, ils sont importants, hein, mais sur les enjeux voilà, liés à l'environnement, hein, diminuer la pollution, les émissions de gaz à effet de serre, l'emprise de la voiture solo, avec toutes les infrastructures associées, etc. Et il y a également un enjeu pour permettre au territoire de rester attractif et dynamique. Alors, s'agissant des seniors, on peut penser plus particulièrement l'accès à des services, des aménités telles que les soins, aller faire ses courses, pouvoir atteindre le tissu associatif, etc. Donc voilà, il y a aussi un enjeu d'attractivité. Sachant que quand on parle plus particulièrement de la mobilité des seniors, il faut rappeler effectivement que le taux d'immobilité des personnes âgées est supérieur à celui des personnes actives et plus jeunes. Et particulièrement en milieu rural, le taux d'immobilité des personnes âgées est encore plus important, puisqu'on a environ un tiers des personnes âgées qui ne peuvent pas s'éloigner exagérément de leur domicile en territoire rural. Ceci en plus dans un contexte de vieillissement de plus en plus important, enfin de plus en plus prégnant de la population, particulièrement donc du coup dans les territoires ruraux où la population est naturellement plus âgée et elle va le devenir de plus en plus. Et enfin, voilà, les questions de mobilité des seniors touche également un enjeu qui n'est pas forcément nouveau, mais dont on parle de plus en plus, c'est celui de maintenir en fait un certain niveau d'autonomie des seniors, y compris donc dans des territoires éloignés, on va dire, des grands pôles d'activité urbains, et pour permettre aussi le maintien à domicile. Donc, du coup, une fois ce cadre posé, intéressons-nous plus particulièrement à 3 solutions qui sont particulièrement adaptées, on va dire, à la mobilité des seniors dans les territoires ruraux. Et tout d'abord, le premier mode de déplacement le plus naturel, on va dire le plus évident et celui qui est particulièrement adapté pour les seniors, c'est bien entendu la marche. Pourquoi? Parce qu'en fait, les chiffres dont on dispose montrent que quand on envisage la mobilité dans les territoires ruraux, on pense forcément déplacement en voiture.
Et en fait, la marche reste un mode de déplacement très pratiqué, y compris dans des territoires ruraux, pas seulement dans les territoires urbains, avec 22% de la totalité des déplacements qui sont réalisés à pied. Et même ce mode de déplacement, la marche, devient le premier mode de déplacement pour les déplacements courts de moins de 1 kilomètre. Donc, c'est un enjeu particulièrement important de permettre aux seniors de se déplacer, pour peu que l'on tienne aussi compte des enjeux particuliers que sont les enjeux de sécurité et aussi de santé publique. Donc, marcher, ça fait du bien, qui sont des enjeux particulièrement adaptés aux seniors. Donc concrètement, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça serait un exposé à part entière, mais concrètement, il faut prévoir des espaces publics accueillants, praticables, apaisés, donc c'est-à-dire des espaces larges, sans trop d'obstacles, enfin le moins possible, lisibles. Et pour cela, donc il faut tout soit clairement inscrit, notamment dans les documents de planification des territoires. Et aussi, c'est le premier item à droite, il faut de plus en plus aussi tenir compte des usagers et de leurs besoins, et donc notamment des besoins des seniors, et de faire participer ces seniors à la, comment dire, à la conception des aménagements des bourgs. Voilà, donc le premier mode particulièrement adapté aux seniors, c'était la marche. Il y a un autre mode qui prend son essor depuis en particulier une dizaine d'années, c'est ce qu'on appelle le transport d'utilité sociale. Concrètement, qu'est-ce que c'est? On a un usager qui va appeler donc une plateforme qui est généralement une association qui est chargée d'organiser un réseau de conducteurs. Cette plateforme, du coup, va assurer la réservation pour le compte de l'usager. Et celui-ci va ensuite être conduit et accompagné donc par un conducteur ou une conductrice. Et en retour, il va contribuer partiellement aux frais, mais généralement la contribution est très faible, très modeste, parce qu'on est vraiment sur du transport d'utilité sociale. Alors, c'est une solution assez intéressante, notamment pour des besoins diffus assez individuels, liés notamment à l'isolement donc, des usagers. Des usagers également qui n'ont pas forcément les moyens aussi de se payer un abonnement de transport en commun, etc. Donc voilà, ça peut être particulièrement utile pour eux. Le principe de fonctionnement du TUS, c'est qu'il est basé du coup sur des bénévoles qui sont donc gérés, comme je l'ai dit, par une association, ce qui permet d'offrir un service peu coûteux. Voilà. Et un autre avantage également du TUS, c'est que donc c'est un service de mobilité qui assure du transport, mais qui va également permettre d'aller au-delà en débouchant éventuellement sur quelques services à la personne, puisque on est aussi beaucoup sur des réseaux d'entraide, l'entraide pour la réalisation de courses, pour la prise de rendez-vous, pour s'orienter, pour créer du lien social, donc toutes choses qui sont très importantes pour des publics seniors. Et par contre, le service d'utilité sociale donc c'est une très bonne idée, mais en général, on le met en place en complément d'autres solutions un peu plus, qui permettent d'avoir un ressort plus vaste, donc d'autres solutions de mobilité adaptées aux territoires ruraux, comme les modes partagés que sont le covoiturage, l'autopartage et bien sûr les transports publics. Peut-être vous vouliez évoquer un troisième type. Voilà, parfait. Le troisième type, c'est le transport à la demande. Je pense que ça, c'est peut-être un peu plus connu que le TUS. Alors, en fait, le transport à la demande, c'est en quelque sorte des lignes de transport le transport public, mais qui ne fonctionnent que quand on en fait la réservation express. Donc, c'est une solution qui est intéressante traditionnellement donc, pour desservir des territoires très ruraux, éloignés notamment des lignes de transport en commun régulières, qui se trouvent plutôt sur des grands axes ou autour de voies ferrées. Donc, en dehors de ces grands axes et voies ferrées, du coup, le transport à la demande peut être très utile, parce qu'en plus, le transport à la demande peut aussi permettre un rabattement soit vers des lignes de transport en commun, des transports publics régulières, soit vers des zones d'activité pour aller faire ses courses, etc. Et traditionnellement, le TAD, il ciblait particulièrement bien les publics seniors, même si on voit que de plus en plus, ça peut concerner des actifs, sachant que les seniors eux-mêmes sont de plus en plus actifs. Donc voilà, la boucle est bouclée.
Merci beaucoup. Et Est-ce j'ai que... une Ouais. toute dernière diapo, voilà, Elle est un sur... petit peu copieuse, donc peut-être un tout petit peu ramassée, sinon on n'aura pas le plaisir d'écouter Alain ouais, Ananos. non, mais c'est voilà, c'était juste donc c'était un zoom sur 3 solutions particulièrement adaptées au public senior, mais bien entendu, il y a d'autres modes enfin, d'autres solutions de mobilité adaptées également à ces publics qui sont pas spécifiquement ciblés seniors, mais voilà, on a déjà évoqué le covoiturage autopartage, le vélo, de plus en plus une solution pertinente, y compris dans les territoires ruraux, avec notamment le déploiement de plus en plus fort de vélos à assistance électrique. Voilà. Et également, je voulais aussi citer les services de mobilité inversée. Donc, c'est des services où, en fait, ce sont les services qui viennent aux particuliers, non pas les particuliers qui se déplacent. Et on commence à voir poindre certains types de solutions sur ce plan-là dans des territoires ruraux. Et je vous laisserai aller voir notamment sur le site de la plateforme France Mobilité, où il peut y avoir quelques solutions. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Marel. Il y a quelques questions pour vous dans l'onglet questions-réponses qui me semblent pouvoir être prises à l'écrit. Donc, je vous laisserai regarder pour rassurer tout le monde. On Oui. capitalise bien sûr sur tous les échanges, y compris qui ont lieu en parallèle par écrit dans les fiches thématiques. Et du coup, également peut-être pour faire écho à ce que disait Monsieur Marel, donc France Mobilité, qui est l'organe interministériel, interopérateur qui rassemble l'expertise en matière de mobilité, avec qui on travaille, avec qui on avait le plaisir d'ailleurs de faire une semaine sur les mobilités l'année dernière, et qui justement peut vous épauler, être un point d'entrée pour trouver la bonne ingénierie pour vous accompagner, pour trouver voilà, les meilleurs leviers de mobilité. Monsieur Marel vous a présenté les points clés sur lesquels vous pouvez vous accrocher, mais comme toujours, voilà, ça suppose de l'analyse, de l'approche adaptée à votre territoire, de partir de vos besoins et, comme l'évoquait à raison Angélique Giacomini, un travail voilà, de concertation locale, d'animation pour bien trouver les solutions adaptées aux enjeux des territoires et des attentes des habitants et des personnes qui les fréquentent. Merci beaucoup pour cette présentation très complète. On a vu donc différents volets, on a tourné un peu autour du sujet. Comme l'évoquait Madame Robaet, à Granville, on voit bien le rôle vital de l'engagement associatif. C'est aussi ressorti dans l'intervention très clairement d'Angélique Giacomini, et aussi un peu, on voit bien dans les sujets mobilité que c'est un sujet qui revient. Donc le sujet du maillage associatif, et de l'implication associative, elle est vitale pour tous les sujets, et en particulier pour cette question des seniors et du grand âge. Alors, ça peut s'exprimer de plein de façons différentes. Aujourd'hui, on avait envie de revenir en particulier sur le lien intergénérationnel qui est essentiel dans les petites villes, dans les territoires ruraux comme ailleurs. Et on sait bien que la rencontre, notamment intergénérationnelle, elle peut être favorisée par l'organisation spatiale des bâtiments, l'organisation des espaces publics. Mais ça suppose aussi de provoquer cette rencontre, provoquer ces échanges. C'est indispensable, ce volet un peu d'animation. Et donc voilà, donc aujourd'hui, on voulait vous présenter une association, un type d'action qui rencontre un franc succès dans les territoires où elle se déploie. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Alain Ananos. Vous êtes président de l'association L'Outil en Main, qui justement crée des ponts entre retraités et jeunes autour des métiers artisanaux. Est-ce que vous pourriez, alors je m'excuse, mais peut-être en 5 minutes, je sais que c'est court et vous avez plein de choses à nous dire, mais nous en dire un peu plus sur cette association. Qu'est-ce qui peut être fait, des retours d'expérience peut-être sur justement des territoires ruraux, des petites villes? Merci de m'accueillir. Peut-être une observation avant de vous présenter l'association sur cette association qui est née par les retraités gens de métier qui avaient bien l'intention de cultiver l'éternité plus un jour au travers de la transmission. Et la transmission en direction des jeunes, en direction des plus jeunes, ça permet aux uns et aux autres de retrouver l'estime, pour les retraités, l'estime de soi, et pour les jeunes, de ne pas être ignorants de l'importance de la main et du geste. À partir de cette petite histoire qui a commencé il y a une trentaine d'années, 27 ans, on est aujourd'hui une association, comme vient de vous le dire Juliette, qui rayonne sur un peu de 60 départements
et qui permet aux jeunes de découvrir les métiers manuels. Et ça permet aussi aux retraités de se regrouper, gens de métier, de se regrouper et de mettre en œuvre ce que Joris vient de décrire, c'est-à-dire en fait de créer une émulation au travers des réseaux pour s'entraider, pour partager. Et en fait, cette notion de partage permet de créer de la ville, du village, et permet de recréer en fait cette ambiance qui fait que chacun se reconnaît dans l'autre. Et paradoxalement, aujourd'hui, on pourrait dire que l'outil en main, on l'expérimente avec le partenariat avec le programme Petite Ville de demain et la NCT, participe de ce que Stéphane Hessel disait, créer c'est résister et résister c'est créer. Parce qu'au cœur de la pandémie, la pratique intergénérationnelle et le développement de ces savoir-faire fait que, alors que la mort rôde, que la mort et la peur de l'autre participent, y compris des difficultés qu'on peut rencontrer dans notre association, on a aujourd'hui, à cette fin d'année 2021, créé, avec l'appui du programme, quasiment une douzaine, une quinzaine d'associations qui participent de ce mouvement de s'inscrire dans le futur. Et ce n'est pas pour rien que l'outil en main a comme slogan « Architecte de l'avenir ». Donc aujourd'hui, c'est plus d'1 million d'heures de bénévolat qui sont donnés au travers d'intergénération. Et ce bénévolat permet d'avoir une logique de développement des liens, on l'a évoqué, mais aussi développement autour de l'artisanat, la relance économique, comment, au travers de la préservation des gestes du métier, on arrive à préserver à l'intérieur des villes. Par exemple, là, on est sur un projet avec la ville de Die, où on s'interroge comment s'inscrire dans les incubateurs et comment transmettre pour permettre au bassin qui est en recherche d'alternatives de trouver un chemin particulier. Donc, ça permet effectivement la solidarité entre les générations, la meilleure orientation des jeunes, les emplois de proximité, de participer donc à la dynamique de la ville. Le dernier élément, pour rester dans les 5 minutes, c'est que je voudrais dire, on a aussi quelque chose d'ordre essentiel de notre point de vue, c'est la préservation des savoir-faire locaux et l'articulation entre ces savoir-faire locaux et la logique de développement, un peu touristique et culturel. Aujourd'hui, paradoxalement, ce n'est pas dans le programme Petite Ville de demain, mais sur la région Île-de-France, on implante l'outil en main en lien avec des projets à dimension culturelle, avec des étudiants des beaux-arts, qui ne sont pas des gens de métier retraités, mais qui sont des gens de métier qui ont besoin d'apprendre des savoir-faire particuliers pour arriver à développer leur créativité. Et grâce à notre aspect, grâce à la politique de la ville, l'outil en main s'inscrit dans des projets de cité éducative pour travailler sur ces échanges, ce partage, pour travailler sur le décrochage scolaire, pour remettre la main et la philosophie de la main au cœur de la programmation. C'est juste parce que la question qui m'était posée, c'était en quoi l'outil en main pouvait être un outil, ou en tout cas un levier, pour rendre les villes plus accueillantes. Donc, si vous voulez, au travers cette rapide présentation que vous avez sur le diaporama et mon propos, c'est la prise en charge par les retraités de cette transmission et de cet échange qui crée en fait de la valeur, et la valeur sur le territoire, c'est ce que disait Angélique au titre du réseau de Ville Amis des années. En fait, cette valeur, elle permet de créer du sens et de faire sens autour de ce que nous, on pense fort au niveau de l'outil en main, autour des valeurs de la République et notamment de la solidarité et de la fraternité. Voilà. Aujourd'hui, on est 228 associations locales, donc une implantation locale, qui sont organisées comme les autres en une union, qui donne toutes les boîtes à outils pour permettre de s'implanter, de se développer, qui fait l'accompagnement, exactement comme ce que Angélique Giacometti vous a présenté. On accompagne le développement, on accompagne les élus. Simplement, notre association n'est pas une association qui vient
dire comment il faut faire, elle part du cœur des retraités, du cœur de la transmission, et elle irrigue le territoire dans cette logique de développement. Le dernier point, peut-être, pour rester dans les 5 minutes qui me sont imparties, c'est qu'aujourd'hui, après 25 ans d'existence, on a parmi nous des jeunes qui sont devenus un peu plus âgés, qui ont vos âges, pour les plus jeunes, et qui sont meilleurs ouvriers de France et qui perpétuent cette transmission du savoir-faire et de l'excellence qui aujourd'hui, on voit bien en traitant les effets de la pandémie, qui est essentielle par rapport à la réappropriation des territoires par chacun et pour tous. J'en ai terminé dans les 5 minutes qui m'étaient imparties. Bravo, Monsieur le Président, merci beaucoup. Effectivement, comme certains participants l'évoquaient dans le fil de discussion, votre intervention fait écho aux enjeux productifs. On aura l'occasion d'y revenir l'année prochaine en partenariat avec Territoire d'Industrie, aux enjeux d'engagement citoyen, et ça, on y reviendra dès fin janvier dans notre semaine thématique dédiée. Mais merci beaucoup, ça nous semblait essentiel de parler justement comment on suscite ce lien intergénérationnel. Madame Robet, un peu plus tôt, je vous avais proposé de réfléchir s'il y avait un ou deux conseils ou points clés sur lesquels vous souhaitiez appuyer en réponse aux interventions. Est-ce que vous souhaitez reprendre la parole à ce stade ou pas, comme vous voulez? Votre micro est coupé par contre. Excusez-moi. Juste pour conclure, je pense qu'en tant que directrice du CCS, moi, ce qui m'importe vraiment, c'est d'appuyer la politique d'action sociale sur les besoins de la population. Et je pense vraiment que le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est d'écouter les gens, d'être en contact avec eux et de les focus group. Enfin, Angélique l'a redit tout à l'heure, c'est vrai que c'est des outils formidables parce que ça permet de passer du temps avec eux et de les laisser s'exprimer au-delà d'un questionnaire. Et en fait, je pense que des choses toutes simples, en fait, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils veulent sortir de chez eux, pouvoir aller dans la ville, en fait. Mais ils n'ont pas besoin de choses extraordinaires, mais juste pouvoir accéder à la ville et après au service des collectivités et des associations. Mais il ne faut pas réfléchir des choses trop compliquées, en fait. La seule chose qu'ils ont envie, les seniors, c'est de pouvoir accéder à la cité. Voilà, je conclurai sur ça. Merci beaucoup. Je vais finir par les traditionnels mots de service qui m'incombent. Merci à tous nos intervenants, très sincèrement, et à vous, chers participants. Un merci spécial à Héloïse Thibault, qui est derrière toute cette belle semaine et les différents événements du club, et toute mon équipe de la direction de programme également. Donc, on a été plus de 190 à suivre ce webinaire que vous retrouverez en replay a priori d'ici Noël, donc de beaux replays sous le sapin. Si jamais vous vous retrouvez tout seul, n'hésitez pas, ils seront disponibles encore l'année prochaine. Comme on l'a évoqué, donc le bien vieillir, c'est un angle qui a permis de contribuer à remplir un peu plus la fameuse boîte à outils Petite Ville de demain. N'hésitez pas à retrouver tous les éléments dont on a parlé aujourd'hui sur la plateforme Aide Territoire qui recense justement l'offre de services Petite Ville de demain. On a également beaucoup insisté, merci beaucoup Madame Robet, sur l'enjeu de l'écoute, de prendre du temps. Pour ça, il y a plein de façons de faire. La recherche-action peut être un bel angle. Travailler avec des équipes de chercheurs, et c'est ce que vous proposent aussi les équipes de PopSu Territoire. On a notamment un très beau reportage vidéo qui est disponible sur Zertigny dans les Vosges, voilà, qui vous permettra d'une immersion vosgienne et dans le monde voilà, de la transition démographique avec beaucoup de douceur et de sincérité. On se retrouve dès 15h30 avec Angélique Giacomini pour approfondir pendant 1 heure le cas de Morteau dans le Doubs, avec des enjeux de transition démographique très forts, des enjeux sociaux aussi, même si on est sur une commune frontalière avec des enjeux assez passionnants. Donc, on est très heureuse avec Angélique de vous retrouver maintenant dans 25 minutes. Et pour ceux qui nous quitteraient dès maintenant, retrouvez-nous dès la rentrée
pour la formation des chefs de projet, plus de 500 inscrits déjà pour ce socle de formation, on est très heureux. C'est pour les chefs de projet Petite Ville de demain, mais c'est ouvert également aux services, aux autres personnes, aux élus référents. N'hésitez pas. Et puis, comme je l'évoquais à l'instant, une nouvelle semaine thématique sur l'engagement et la participation citoyenne du 24 au 28 janvier. Et à tout à l'heure, à demain. Et si on ne vous revoit pas, on vous souhaite tous et toutes de très belles fêtes de fin d'année.